Ma femme a dit que c'était juste une erreur. Alors je l'ai laissée avec cette erreur pendant que je prenais tout dans le divorce. Et oui. La trahison ne vient pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, elle se cache dans de petits gestes, des changements subtils, des silences gênants. Et quand la vérité éclate, elle te force à affronter la réalité de façon brutale. Voici l'histoire de comment j'ai découvert qui était vraiment ma femme et comment elle a dû faire face à toutes les conséquences. Ma femme, Clara, 30 ans, et moi, 33 ans, étions ensemble depuis presque 8 ans, mariés depuis 5. Nous étions le genre de couple que les amis citaient en exemple de « partenariat réussi ». À chaque fois qu'on me demandait notre secret, je répondais « respect, confiance et bonne humeur ». Je ne savais pas que seul l'un de nous prenait ça au sérieux. J'ai rencontré Clara lors d'un voyage entre amis à la Chapada. Elle était l'amie d'une amie, et le courant est tout de suite passé. Drôle, intelligente, pleine d'énergie. Je suis tombé amoureux dès le 2e jour de randonnée, quand elle a improvisé un pique-nique surprise au sommet du Morro do Peinacio. C'était à la fois intense et léger. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Nous avons toujours été indépendants, mais très proches. Chacun sa carrière, moi dans le domaine de l'informatique, elle dans le marketing d'une grande entreprise. Nous vivions dans un appartement que j'avais acheté avant le mariage, mais nous partagions toutes les dépenses. Nous avions décidé de ne pas mélanger ce que chacun possédait avant de se marier, par précaution, mais tout ce que nous avions construit ensemble était à parts égales. Le début de la fin a commencé de manière subtile. Clara est devenue plus distante, moins présente. Au début, j'ai cru que c'était à cause du stress au travail. Elle avait obtenu un nouveau poste, bien plus haut placé, avec toute une équipe sous sa responsabilité. On suivit les voyages d'affaires, les réunions tardives, et le téléphone toujours retourné face contre table. C'est juste une phase, me répétais-je. Mais j'ai commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. Clara a toujours été très attentive aux détails, mais désormais, elle oubliait des dates importantes. Elle annulait des plans qu'elle-même avait organisés. La goutte d'eau a été un dimanche où je lui ai proposé d'aller déjeuner chez mes parents, comme chaque mois. Elle m'a dit qu'elle devait rattraper du travail en retard, mais je l'ai ensuite vue sur les stories d'une collègue dans un nouveau bar au centre-ville. Je l'ai bien sûr confrontée. Elle a dit que c'était une invitation de dernière minute et qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Que c'était juste une décompression avec l'équipe. Mais son regard disait autre chose. Et j'ai ressenti ce premier frisson glacé, quelque chose clochait. C'est là que j'ai commencé à faire plus attention. Son téléphone avait un code, mais ça ne m'avait jamais dérangé. Jusqu'au soir où elle a laissé son portable sur le lit en allant prendre sa douche, et qu'une notification WhatsApp est apparue sur l'écran verrouillé. Juste un nom, Renato, équipe. Le message disait: je pense encore à ce qui s'est passé hier. Mon cœur s'est glacé. Je suis allé la voir à la salle de bain et lui ai demandé qui était Renato. Elle a hésité. Elle a dit que c'était un nouvel analyste dans son équipe. Rien d'important. Elle a inventé une histoire vague à propos d'un projet qu'ils géraient ensemble. Je n'ai pas mentionné le message. Pas encore. J'avais besoin de plus. J'ai commencé à observer davantage. Renato revenait dans presque toutes les conversations qu'elle mentionnait. Voyage, réunion, urgence. J'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Et comme dans tout puzzle de trahison, les pièces s'emboîtent rapidement. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, j'ai installé une application espion sur son ordinateur portable. Moi, qui ai toujours valorisé la confiance. Mais quand on sent qu'on est trompé, et que l'autre ment avec autant de naturel, on a besoin de preuves. Pas pour elle. Pour soi-même. Pour ne pas croire qu'on devient fou. Et les preuves sont venues. Des messages sur sa boîte mail personnelle, des conversations enregistrées en PDF, qui enregistre des conversations en PDF, bon sang, des photos, un calendrier avec des événements qui coïncidaient avec les jours où elle disait être en déplacement. Ils s'étaient retrouvés dans au moins 4 villes différentes. Dans l'une d'elles, elle m'avait dit qu'elle allait à un congrès à Brasilia, mais les photos montraient un resort à Caldanova avec ce minable. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. Je voulais me préparer. J'ai commencé à tout rassembler. Capture d'écran, sauvegarde, photo. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, un ami de mon frère, et lui ai expliqué la situation. Il m'a conseillé de ne rien dire pour l'instant.
Comme l'appartement m'appartenait et que Clara n'avait jamais contribué formellement à l'achat, il m'a dit que j'avais de bonnes chances de m'en sortir avec un minimum de pertes. Mais je devais agir avec sang-froid. Alors j'ai commencé à faire semblant. Une vraie performance digne d'un Oscar du meilleur rôle dans un mariage en ruine. Clara n'a rien vu venir. Elle continuait à rire de ses propres mensonges, à me dire qu'elle m'aimait, à parler d'enfants et de futures vacances. C'était irréel. Jusqu'au matin d'un samedi où je me suis assis avec elle dans le salon et lui ai dit que je savais tout. Je lui ai montré les captures, les photos, les extraits de messages. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai juste montré. Et j'ai attendu. Elle est devenue livide. Elle a d'abord nié. Puis elle a tenté de se justifier. Puis elle a pleuré. Elle a dit que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien, que c'était juste une période de confusion. Je l'ai écoutée en silence. Et quand elle a fini, je lui ai dit la seule chose qui me venait à l'esprit. Alors reste avec cette erreur. Parce que moi, je vais garder tout le reste. Je me suis levé, suis allé dans la chambre, et fermé la porte à clé, et j'ai commencé à organiser ma vie sans elle. Sans le poids des mensonges. Sans le théâtre. Ce n'était que le début. Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui ont commenté, envoyé des messages et partagé des expériences similaires. Lire tout cela m'a aidé plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et comme promis, voici la première mise à jour de ce qui s'est passé après que j'ai tout révélé à Clara. Pour commencer, elle n'est pas partie ce jour-là. Elle a pleuré jusqu'à ce que son visage gonfle, s'est enfermée dans la chambre d'amis et a passé tout le dimanche en silence. Le lundi, quand je suis rentré du travail, elle était dans la cuisine, habillée en tenue professionnelle, maquillée, comme si de rien n'était. Elle a dit qu'elle était allée travailler, qu'elle avait besoin de garder une routine, et m'a demandé si j'avais réfléchi à tout ça. Son audace me sidère encore aujourd'hui. Je lui ai répondu que oui, j'avais bien réfléchi. Et que j'avais décidé qu'elle avait une semaine pour faire ses valises et partir. L'appartement m'appartenait, il était à mon nom bien avant le mariage. Clara m'a regardé comme si je venais d'écraser son chien. Elle m'a demandé si je ne pouvais pas être rationnel, et en discuter comme des adultes. Elle a dit qu'elle m'aimait encore, qu'elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais qu'elle ne voulait pas tout gâcher. Clara, je ne gâche rien. C'est toi qui as tout fait exploser à la dynamite. Elle s'est éloignée, comme si elle pensait que j'allais finir par céder. Mais il n'y avait aucun véritable remords dans son attitude. Juste de la panique à l'idée de perdre son confort, son niveau de vie, et peut-être même sa réputation. Durant la semaine, elle a commencé à tenter des manœuvres émotionnelles. Des messages WhatsApp avec de vieilles photos de nous. Des petites lettres. Un mot laissé sur mon oreiller. Elle a même préparé mon plat préféré un soir. Le plus ironique? Tout ça pendant qu'elle essayait encore de garder le contact avec ce fameux Renato. Oui, je l'ai découvert. L'application installée sur son ordinateur m'alertait à chaque fois qu'elle ouvrait une fenêtre privée, comme si ça empêchait les captures d'écran, ou qu'elle tentait d'effacer des emails. Et là, entre ses suppliques et ses faux « je t'aime », elle lui écrivait. Il ne facilite pas les choses, mais je vais trouver un moyen. Donne-moi un peu de temps, ça va passer. J'avais une envie folle de tout balancer, mais je me suis retenu. J'ai montré les messages à mon avocat. Il m'a dit que plus je restais calme, plus ma position serait solide si jamais le divorce devenait contentieux. Et croyez-moi, c'est exactement ce que je voulais. Le vendredi, Clara m'a proposé de prendre un café. Elle a dit qu'on devait parler hors de la maison, comme deux adultes. J'ai accepté. On est allé dans un café près de l'immeuble. Son plan était clair, me faire craquer avec son regard de chien battu et des phrases toutes faites. Mais j'étais prêt. Elle a ressorti le même discours, ce n'était qu'une fois, ça ne signifiait rien, on était éloignés. Et puis elle a sorti le meilleur. J'étais en manque d'affection, et il a été gentil. Mais c'était juste physique. Émotionnellement, je suis encore à toi. J'ai failli recracher mon café. Elle m'a proposé de repartir à zéro. Faire une thérapie, tout effacer, reconstruire une base plus solide. Je lui ai demandé, avec tout le calme du monde. Et Renato? Il vient avec nous en thérapie ou tu le largues d'abord? Son visage s'est figé. Pendant 3 secondes, j'ai vu le masque tomber. Elle a bégayé.
Elle a dit qu'il n'y avait plus rien entre eux. Qu'elle avait tout arrêté. J'ai juste hoché la tête et terminé mon café. Sur le chemin du retour, j'ai été clair. Clara, j'ai déjà déposé la demande de divorce. Tu recevras les papiers dans les prochains jours. Ce sera un divorce contentieux. Et je vais tout utiliser. Le masque est tombé pour de bon. Elle est devenue écarlate, les yeux écarquillés. Tu vas me détruire pour une erreur? J'ai répondu. Non. Tu t'es détruite toute seule. Moi, je fais juste le tri dans les décombres de ma vie. Je suis rentré chez moi avec un sentiment étrange. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore. Juste, du vide. Comme si je venais de sortir d'un immeuble en feu. Tu t'es échappé. Tu es vivant. Mais tu as laissé beaucoup de choses à l'intérieur. La semaine suivante, Clara est partie. Elle n'a emporté que ses vêtements et quelques objets personnels. Elle m'a envoyé un message plus tard pour demander si elle pouvait prendre le canapé du salon, parce qu'il avait une valeur sentimentale. Je n'ai même pas répondu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification de sa tentative de contestation dans la procédure. Son avocat voulait discuter du partage des biens, d'une pension compensatoire, et même de l'usage de la voiture qu'elle n'a pourtant jamais contribué à payer, pas un centime. Mais ensuite, mon avocat a envoyé la lettre avec les pièces jointes. Tout. Chaque capture d'écran. Chaque message. Chaque détail de l'infidélité et de la tentative de dissimulation. Et une copie de l'acte de propriété de l'appartement à mon nom, depuis bien avant le mariage. La réponse de son avocat? Essayons de trouver un accord. Évidemment. Mais le meilleur restait à venir. Une semaine plus tard, je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'était le père de Clara. Roré est un homme simple, de la campagne. Il m'a toujours bien traité. Il était visiblement gêné. Il m'a dit qu'il avait appris ce qui s'était passé et qu'il voulait s'excuser. Qu'il n'aurait jamais imaginé cela de la part de sa propre fille. Et que, si je le souhaitais, il viendrait lui-même chercher les dernières affaires de Clara dans l'appartement. J'ai accepté. Quand il est arrivé, les yeux étaient humides. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. On élève ses enfants pour qu'ils soient honnêtes. Mais la vie montre que ça ne marche pas toujours. Il n'a pas cherché d'excuses. Il ne l'a pas défendu. Il s'est juste excusé. Et ça, au milieu de tant d'hypocrisie, ça m'a sincèrement touché. Après ça, Clara a disparu quelques jours. D'après des amis communs, elle a demandé un congé au travail. Je ne sais pas si c'est pour se remettre ou pour tenter d'effacer les traces. Je m'en fiche. La procédure suit son cours. Les papiers sont presque prêts. Et mon avocat dit qu'avec un peu de chance, je pourrais garder tout ce qui m'appartient, voire même un peu plus. Mais honnêtement, ce que je veux vraiment, c'est la paix. Mise à jour 2. Je ne pensais pas que Clara pouvait encore me surprendre. Mais elle y est arrivée. Une fois le masque tombé, c'est comme si elle avait tenu à me montrer chaque recoin de ce qu'elle cachait. Et dans son cas, c'était une collection complète de manipulation, de vanité et d'apitoiement sur soi. Après son départ de l'appartement, tout est devenu étrangement calme. Le genre de calme qui fait peur, tu vois? Comme le silence juste avant la tempête. Et j'avais raison. Mon avocat m'a appelé pour dire que le sien avait envoyé une contre-proposition informelle. En résumé, Clara voulait un accord plus amical, pour éviter toute exposition. Elle renoncerait à une pension et à toute part de l'appartement, mais demandait une portion de nos placements communs, ainsi que la moitié des meubles de la maison. J'ai eu envie de rire. J'ai expliqué à mon avocat que la majorité des meubles avaient été achetés par moi, bien avant le mariage, et les autres avaient été payés avec une carte de crédit que je réglais seul. Quant au placement, j'avais déjà les preuves que la plus grande partie venait d'une prime que j'avais reçue il y a 2 ans, alors qu'elle travaillait encore dans son ancienne boîte. Il m'a dit que tout était en ordre, qu'il voulait juste ma confirmation avant de répondre. J'ai dit de continuer, aucun accord. On ira jusqu'au bout. C'est là que Clara est réapparue. Pas en personne, évidemment. Elle a envoyé un long message sur WhatsApp, mélangeant excuses et chantage émotionnel. Elle disait que je détruisais sa vie, que j'étais cruel, que je n'étais pas ce genre d'homme. Et elle a terminé par une phrase tellement absurde qu'elle résonne encore dans ma tête, j'ai fait une erreur, mais toi tu fais un choix.
Elle croyait encore être en position de se faire passer pour la victime. J'ai supprimé le message sans répondre. Mais bien sûr, j'ai gardé la capture d'écran. Quelques jours plus tard, un collègue à elle, un gars qui déteste les ragots d'habitude, m'a contacté sur Instagram. Il pensait que j'avais le droit de savoir ce qui se disait et m'a envoyé des captures d'écran d'un groupe de travail où Clara avait déjà raconté sa version de l'histoire. Tu veux savoir ce qu'elle a dit? Que notre relation battait de l'aile depuis longtemps. Que je la traitais comme invisible. Que notre mariage était froid. Et que, dans un moment de faiblesse, elle s'était autorisée à ressentir quelque chose pour un autre homme. Et que, quand elle me l'avait avoué, je l'avais mise dehors sans même l'écouter. Je suis resté figé quelques minutes à fixer l'écran, essayant de digérer un tel culot. Non seulement elle avait menti, mais elle s'était dépeinte comme la pauvre femme abandonnée par un mari insensible, et elle osait sortir le discours du genre « je me reconstruis seule », avec dignité. Dignité. La femme qui trompait son mari tout en disant vouloir des enfants. Celle qui prétendait partir en voyage professionnel alors qu'elle faisait des check-ins avec son amant dans des hôtels le week-end. J'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait, j'ai respiré profondément et transmis tout ça à mon avocat. On a ajouté les captures au dossier. Chaque mensonge raconté en public renforçait mon argument que la relation était totalement brisée, sans la moindre base de confiance. Et juridiquement, ça renforçait encore plus ma position. Elle s'exposait, créait une version publique mensongère, et cela pouvait être interprété comme une tentative de manipuler la perception extérieure de la séparation, ce qui pouvait même se retourner contre elle si elle voulait demander des dommages moraux plus tard. Oui, son avocat a vaguement mentionné ça pendant une audience. Mais le clou du spectacle est arrivé peu après. J'étais en train de quitter le boulot, déjà sur le parking, quand je reçois un appel de mon frère. « Mec, t'as vu ce que Clara a posté ?» J'ai foncé sur Instagram. Et là, elle souriait sur une photo prise à l'intérieur d'une voiture, sa voiture. La légende? Nouveau départ. Parfois la vie te tire en arrière juste pour mieux te propulser. Reconnaissante envers ceux qui sont restés à mes côtés. Et devine qui a commenté la photo avec des cœurs et des émojis flammes? Lui-même. Renato. Non, ils n'étaient plus en contact uniquement pour des raisons professionnelles. Ils étaient ensemble. Officiellement. Moins de 2 mois après l'explosion de tout ça. J'aurais dû avoir mal. Mais étrangement, ça m'a apporté encore plus de paix. C'était le tampon officiel confirmant que tout ce qu'elle m'avait dit, les larmes, les lettres, les discours de regret n'étaient qu'une mise en scène. Un petit théâtre bon marché pendant qu'elle préparait déjà les coulisses de sa nouvelle relation. Et c'est à ce moment précis qu'une partie de moi s'est libérée. Pas complètement, j'avais encore de la colère, de la frustration. Mais la douleur avait laissé place au mépris. Un mépris froid, calme. Le genre de mépris qui te permet de dormir sans penser à l'autre, même une seule seconde. J'ai repris contact avec mon avocat. Il était aussi indigné que moi, mais optimiste. Il m'a dit qu'avec tout ce qu'on avait, le juge refuserait probablement tout avantage pour elle. Clara s'était grillée sur tous les fronts possibles, infidélité, manipulation émotionnelle, mensonge public, imprudence dans son exposition personnelle. Et sans parler d'un petit détail que je n'avais pas encore mentionné, elle faisait l'objet d'une enquête dans sa propre entreprise. Oui. Tu te souviens de cette fameuse promotion qu'elle avait eue? Je ne sais plus si je l'avais raconté ici. Eh bien. La relation avec Renato avait commencé alors qu'il était encore directement sous ses ordres. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. Dans certaines entreprises, ça peut mener à une sanction, voire à un licenciement pour faute grave. D'après le même contact qui m'avait envoyé les captures d'écran, une enquête interne avait été ouverte. Et selon la conclusion, elle risquait de perdre son poste. Elle croyait reconstruire sa vie. En réalité, elle creusait encore plus profondément. Et moi, pendant ce temps, je restais calme. J'allais à la salle de sport. Je rejouais de la guitare. Je dormais mieux. Plus besoin de faire semblant de répondre à des questions comme « Tu vas rentrer tard ce soir » ou « Tu me trouves encore belle ». Tu sais ce que je trouve beau? La liberté. Mise à jour 3. Si tu m'avais demandé, au début de toute cette histoire, comment je pensais que je serais aujourd'hui, j'aurais dit que je serais dévasté. Que le divorce m'aurait brisé. Que voir ma femme avec un autre homme, si peu de temps après la séparation,
aurait été un coup presque fatal. Mais la vérité? Je me sentais plus vivant que jamais. La procédure a avancé rapidement, et mon avocat faisait un travail impeccable. À chaque audience, Clara paraissait plus abattue. Son discours de « faute isolée » perdait toute crédibilité dès que les captures d'écran ont été ajoutées officiellement au dossier. Les dates, les rencontres, les messages, tout révélait un schéma, pas un simple moment de faiblesse. C'était prémédité, planifié et répété. Mais ce n'était pas seulement sur le plan émotionnel. L'aspect financier a aussi pesé lourd. Tu te souviens qu'elle voulait une part de nos investissements? Eh bien, son avocat a essayé d'argumenter que leur relation était une union affective qui méritait une compensation financière pour le temps qu'elle avait consacré à la vie conjugale. Mais mon avocat a présenté les relevés bancaires, l'origine des dépôts, les dates, et le fait qu'elle avait elle-même refusé de signer un contrat de séparation de biens avant le mariage, en disant que penser au divorce, c'était ridicule. Ironique, hein? Au final, le juge a tranché, pas de pension, pas de division des investissements, pas de partage du bien immobilier. Elle n'aurait droit qu'à quelques objets dont nous avons pu prouver l'acquisition conjointe, quelques appareils électroménagers, des ustensiles et une petite part de l'épargne commune. C'était une victoire nette. Mais le meilleur restait à venir. Environ 2 semaines après la dernière audience, j'ai reçu un message inattendu. C'était la femme d'un ancien collègue de Renato. Une femme que je n'avais vue qu'une seule fois, il y a des années, à un barbecue chez moi. Elle m'a envoyé un audio de presque 2 minutes, disant qu'elle avait entendu mon histoire de loin, mais qu'elle pensait que je devais savoir quelque chose. Renato avait une fiancée. Oui. Le mec qui était tombé amoureux de ma femme pendant une période difficile de son mariage était déjà engagé auprès d'une autre. Une femme avec qui il était depuis 5 ans. Apparemment, il avait dit à sa fiancée que la trahison avait été une erreur passagère, que c'était fini. Mais Clara, ne sachant rien de tout ça, postait des photos d'eux sur les réseaux sociaux comme s'ils formaient le couple de l'année. Et la fiancée? Elle a tout découvert. Elle a pris des captures, appelé Clara, et a fait un scandale. Je n'ai pas tous les détails, mais une chose était claire, leur relation a explosé. Et vite. La série de publications de Clara sur les réseaux sociaux aurait mérité une place dans une telenovela. D'abord, toutes les photos avec lui ont disparu. Ensuite, un long texte sur « se prioriser » et « recommencer seul ». Puis, des stories avec des phrases motivationnelles du style « celui qui perd, c'est celui qui n'a pas su valoriser ». La dernière était la meilleure, un selfie en pleurs, avec la légende « quand tout ce que tu donnes te revient en silence, c'est le moment d'écouter ce que ton âme essaie de te dire ». Traduction, elle a enfin compris qu'elle était seule. L'ex-fiancé de Renato m'a d'ailleurs contacté par message privé. On a échangé brièvement. Elle a été extrêmement respectueuse et m'a simplement remercié, car grâce à l'exposition involontaire de Clara, elle a découvert la trahison. Je lui ai souhaité bon courage et dit que je comprenais parfaitement ce qu'elle traversait. Mais le destin n'en avait pas fini. Quelques jours plus tard, mon avocat m'a appelé en riant. Il avait reçu un appel de l'avocat de Clara. Il semblait tester le terrain pour une possible réconciliation à l'amiable avant le verdict final. Apparemment, Clara voulait éviter que le procès continue à traîner et peut-être, qui sait, reconstruire une sorte d'amitié entre nous. J'ai demandé à mon avocat de répondre exactement ceci, dites-lui que je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais de loin. Très loin. Et puis est arrivé le coup de grâce. Tu te souviens de l'enquête au sein de son entreprise? Eh bien, le verdict est tombé. Licenciement pour faute grave. Motif, relation non autorisée avec un subordonné direct, violation du protocole interne et usage abusif des ressources de l'entreprise pendant les déplacements. C'était la fin de sa carrière dans cette entreprise et peut-être dans le secteur. Le domaine dans lequel elle travaille est petit, et les histoires circulent vite. La même personne qui m'a parlé du licenciement m'a dit qu'elle essayait de se relancer comme freelance, mais que ce n'était pas facile de trouver des clients avec ce genre de passif. Et moi? Moi aussi, je recommençais. Mais avec un avantage, la liberté, la stabilité et la dignité intactes. J'ai commencé une thérapie peu après la fin de la procédure. Pas parce qu'elle me manquait, ça n'a jamais été un problème. Mais parce qu'une trahison chamboule ce qu'on croit de soi-même. La confiance, l'intuition, le jugement. Et ces derniers mois, j'ai appris une chose précieuse,
pardonner, ce n'est pas oublier. C'est se libérer. Je n'ai pas pardonné Clara parce qu'elle le méritait. Je l'ai fait parce que moi, je méritais d'arrêter de porter ce poids. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne ressens plus de colère. Juste du soulagement. Parfois, perdre quelqu'un est exactement ce qu'il te fallait pour te retrouver. Mise à jour 4. Des mois se sont écoulés depuis la fin du divorce. J'avais décidé de clore complètement ce chapitre de ma vie, et je ne pensais pas revenir ici pour donner des nouvelles. Mais la vie, elle a toujours une carte cachée dans sa manche. En réalité, la vie a un sens de la justice bien plus créatif que n'importe quel tribunal. Tout commence ainsi, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Une dame du nom de Donna Lourdes. Elle se présente comme l'avocate d'un homme appelé Alvaro, un nom qui me semblait vague, jusqu'à ce qu'elle donne son nom de famille. Alvaro Costa. Le père biologique de Clara. Oui, celui qui, selon elle, avait abandonné sa mère alors que Clara n'était encore qu'un bébé. Pendant tout notre mariage, Clara avait toujours décrit cet homme comme un fantôme du passé. Quelqu'un d'absent, d'irresponsable, qui ne méritait aucune place dans sa vie. Selon elle, c'était son beau-père, Monsieur Roré, qui l'avait réellement élevé. Eh bien, j'ai découvert que cette histoire n'était qu'une demi-vérité. Alvaro s'était effectivement éloigné de la mère de Clara, mais il n'avait jamais cessé de chercher à renouer avec sa fille. Il avait tenté de la contacter plusieurs fois pendant son adolescence, avait écrit des lettres, consulté des avocats, et même créé une entreprise à leurs deux noms, dans l'espoir de lui léguer quelque chose un jour. Mais Clara n'a jamais répondu. Elle ne voulait rien savoir. Elle avait même dit à sa mère que s'il insistait, elle demanderait une injonction. Alvaro a fini par abandonner. Il a poursuivi sa vie. Il est décédé il y a quelques mois, à 63 ans, des suites d'un cancer qu'il avait caché à presque tout le monde. Et dans son testament, il a tout laissé à Clara. Tout. Le problème ? Clara avait signé, à l'âge de 25 ans, un document par lequel elle renonçait à tout droit sur un héritage, lors d'une des tentatives d'Alvaro pour officialiser un lien avec elle. Il avait été si blessé par ce refus qu'il avait conservé ce document et, des années plus tard, avait mis à jour son testament. Si Clara ne revendiquait pas l'héritage dans un délai de 6 mois après sa mort, le patrimoine irait à une seconde personne désignée. Et tu devines qui c'était ? Moi ? Oui, moi. L'homme qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois, lors d'un dîner gênant chez les parents de Clara, il y a 4 ans, quand il avait surgi pour tenter un rapprochement. J'avais été poli, respectueux, alors que Clara l'avait totalement ignoré. Selon son avocate, il avait été si impressionné par mon attitude que, dès cette soirée-là, il avait décidé que si Clara rejetait un jour ce qu'il voulait lui offrir, il le donnerait à quelqu'un qui avait du caractère. L'entreprise qu'il avait fondée, une petite société d'importation de produits électroniques, avait prospéré. Ce n'était pas un empire, mais suffisamment pour assurer une vie confortable. En plus de cela, il y avait 2 biens immobiliers et un placement financier important. Un patrimoine estimé à 2,5 millions de reais. Et maintenant ? Il était à moi. Tu veux savoir la partie la plus incroyable ? Clara l'a découvert en même temps que moi. L'avocate avait demandé, pour des raisons légales, que nous soyons tous deux présents lors de la lecture finale du testament. Clara est arrivée perchée sur des talons, vêtue d'un blazer élégant, avec l'allure de quelqu'un convaincu d'être là pour recevoir quelque chose d'important. Quand l'avocate a lu le passage confirmant la renonciation de Clara et a ensuite prononcé mon nom comme héritier, j'ai vu son âme quitter son corps à travers ses yeux. Elle est restée figée. Silencieuse pendant une bonne trentaine de secondes. Puis elle a balbutié. C'était mon père. C'est ridicule. L'avocate, avec un calme absolu, a répondu. Oui. Et malheureusement, vous avez légalement renoncé à ce lien. Monsieur Alvaro a respecté votre décision. Ce qu'il a fait de ses biens ensuite est parfaitement légal. C'était la première fois que je voyais Clara sans voix. Elle a simplement baissé la tête. Pas de scandale. Pas de discours. Juste le silence. Et pour moi, ce silence était la vraie revanche. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix, ni de tout planifier. J'ai simplement vécu ma vie avec dignité, et la vie s'est chargée du reste. Je suis sorti de cette salle avec le sentiment que le cycle était enfin bouclé. Et tu sais quoi ? Je ne suis pas allé fêter ça. Je ne suis pas allé frimer.
Je suis juste allé dans un petit restaurant que je fréquentais pendant mes années de fac. J'ai commandé le même plat que d'habitude. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Et je suis resté en silence. Pour la première fois depuis longtemps, en paix. Aujourd'hui, en écrivant ces mots, je ne peux penser qu'à une chose, comme la vie tourne. Clara a détruit notre mariage sur un coup de tête, en pensant qu'elle garderait toujours le contrôle de la situation. Mais elle a oublié que tout le monde ne pardonne pas. Que toutes les fautes ne s'effacent pas. Que parfois, la conséquence ne crie pas, elle résonne dans l'écho du silence. Ah, et pour ceux qui se demandent, oui, j'ai accepté l'héritage. J'ai vendu l'un des biens, investi une partie de l'argent, et j'ai gardé l'entreprise en activité avec l'aide d'un associé. Je n'ai pas quitté mon travail, je n'ai pas acheté de voiture de luxe, je ne suis pas devenu un millionnaire excentrique. J'ai simplement fait ce que je m'étais toujours refusé durant le mariage, me mettre en priorité. Et si tu traverses quelque chose de similaire, souviens-toi, le monde tourne. Mais la justice qui compte vraiment, ce n'est pas celle des autres, c'est celle qui vient quand tu te libères d'une culpabilité qui n'est pas la tienne. Garde ton erreur, Clara. Moi, j'ai gardé la vie. Commentaire Monsieur Reddit. Et cette histoire montre, une fois de plus, que le temps révèle qui nous sommes vraiment. La vie peut sembler injuste parfois, mais quand on avance avec dignité, elle trouve un moyen de nous récompenser même si cela prend du temps. Et vous? Qu'avez-vous pensé de ce retournement de situation? Donnez votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.